And that's where the ETFs come in. So the exchange traded fund is where you just buy a unit in the stock market of that fund. Bonsoir à tous, je suis Christos et aujourd'hui, nous allons examiner ensemble ce que sont ces ETF dont je parle constamment et en quoi ils diffèrent des vieux fonds communs de placement dont nos parents nous ont parlé. Commençons par dire qu'ils sont tous appelés fonds et ils sont principalement divisés en les catégories suivantes. Fonds communs de placement indiciels et fonds négociés en bourse, autrement dit, nos bien-aimés ETF. Oui, il existe bien sûr également des fonds négociés en bourse indicielle qui sont nos préférés, les ETF indiciels comme VUAA, dont je parle constamment, nous allons également les examiner. Une fois que nous aurons mieux expliqué ce que chacune de ces catégories représente, il deviendra absolument clair pourquoi les fonds négociés en bourse indicielle, alias les ETF indiciels, sont de loin le meilleur choix pour nous tous en ce moment. Personnellement, je pense que ces vidéos éducatives, disons, ont une valeur incroyable. Elles ne deviendront peut-être jamais virales, mais je les réalise parce que je sais que quiconque les regarde en sera vraiment aidé. Donc oui, si vous voulez aider un de vos amis à s'y retrouver, envoyez-le regarder cette vidéo. Même moi qui suis activement impliqué dans les marchés, j'ai 60% de mes investissements dans seulement 3 ETF indiciels. Et bien sûr, je crois que vous devriez faire de même. Regardons-les en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. So what is the difference between a mutual fund, an index mutual fund, and an ETF, or an exchange traded fund? Et pour mieux comprendre les différences entre ces fonds, nous allons commencer par les similitudes. En termes simples, tous ces fonds collectent de l'argent auprès de nombreux investisseurs, petits et grands, et l'investissent dans divers actifs. Ces actifs peuvent être des actions, des obligations, des matières premières, comme le pétrole ou l'or. Ces fonds sont désormais gérés par des organisations que nous appelons sociétés de gestion qui suivent des stratégies d'investissement spécifiques. Vous savez, en d'autres termes, que lorsque vous investissez dans ce fonds, il investit de cette façon. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Maintenant, les bénéfices qui découlent de ces investissements sont reversés aux investisseurs. Moins les frais facturés par la société de gestion, autrement dit le ratio des dépenses. Par exemple, si le ratio des dépenses d'un fonds est 0,5% et que nous avons investi 1000 €, nous paierons alors 5 € par an en frais de gestion. Pour lesquels, soit dit en passant, nous ne faisons rien pour les payer, ils sont intégrés au prix auquel nous achetons chaque fonds. Nous comprenons alors que la simplicité offerte par ces véhicules d'investissement les rend très populaires auprès des nouveaux investisseurs et des autres. Et puisque nous en avons terminé avec cela, expliquons maintenant chacun d'entre eux séparément. Commençons donc par les fonds communs de placement. Let's begin with the mutual fund. That's where you have a lot of investors putting money into a fund. And then you have a fund manager that's going to invest actively that amount of money into the stock market or the bond market. Où nous voyons essentiellement ce que nous avons dit il y a un moment. Nous avons de nombreux investisseurs qui choisissent d'investir leur argent dans un pot commun. C'est pourquoi on l'appelle aussi un fonds commun. Tous ces fonds accumulés sont gérés par le gestionnaire du fonds, qui choisit activement où les investir. Because that fund manager is actively investing and actively taking strategies and doing research, you have to pay a management fee for that, which will impact the return of investment for the investors. So that's a mutual fund. Et c'est ici que commence la première différence importante entre les fonds. Dans les fonds communs de placement, le gestionnaire investit l'argent là où il estime qu'il rapportera plus de gains aux investisseurs. Oui, il peut y avoir un cadre opérationnel spécifique. Par exemple, uniquement des actions ou uniquement des actions qui rapporteront un dividende élevé, etc. Mais en général, le gestionnaire du fonds a une grande autonomie pour choisir quand, comment et pourquoi entrer ou sortir d'une action. Étant donné que le gestionnaire d'un fonds commun de placement doit continuellement rechercher ou investir, ces frais ont tendance à être assez élevés, comparés bien sûr aux autres fonds que nous verrons, ce qui clairement grève les gains des investisseurs. Et si nous pensons que ces frais privent essentiellement le capital d'investissement futur, nous comprenons à quel point il est important d'éviter les frais élevés. Dans les fonds communs de placement, le ratio des dépenses peut facilement dépasser 1,5%, un montant excessivement élevé à mon avis. Il suffit d'imaginer un fonds avec un rendement annuel moyen de 9,5%, quelque chose que vraiment personne n'atteint, mais ce fonds particulier a un ratio des dépenses de 1,5%. Pour cette raison, le rendement global chutera à 8%, ce qui est bien en deçà de la moyenne du marché. C'est pour cette raison que les deux types de fonds suivants ont été créés. Avant de continuer, il vaut la peine et doit dire un mot ou deux sur le génie derrière les deux types de fonds suivants. John Bogle, le placement et des frais très élevés rend ce véhicule d'investissement particulier peu attrayant.
En général, ceux qui investissent encore dans des fonds communs de placement soit n'ont aucune idée de l'investissement et ont simplement fait ce que l'employé de la banque leur a dit, ou bien ils ont tout simplement adhéré à la promesse de rendement plus élevé. Dans tous les cas, ils finiront perdants. Et c'est précisément ici qu'intervient le fondateur de Vanguard, John Bogle. Ce génie est venu et a créé les premiers fonds communs de placement qui, au lieu de donner aux gestionnaires la liberté d'investir où bon lui semble, le forcent à répliquer aussi fidèlement que possible un indice majeur. Ces fonds sont appelés fonds communs de placement indiciels. Cette idée a révolutionné les marchés et changé radicalement la façon dont nous investissons aujourd'hui. Then you have index mutual funds, which they just follow a specific index, like the S&P 500 or the Dow Jones. A fund manager doesn't have to do that much research because they're just following the index itself. En termes simples, les fonds indiciels mutuels sont construits de manière à suivre des indices spécifiques, tels que le S&P 500 et le Dow Jones. Contrairement aux fonds mutuels actifs que nous avons vus auparavant, ici, le gestionnaire n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches sur où investir l'argent des investisseurs. Le fonds est obligé de suivre l'indice respectif. Lorsqu'une action est ajoutée au S&P 500, par exemple, elle doit également être ajoutée au fonds correspondant avec la proportion pertinente. Et quand elle est retirée du S&P 500, elle doit également être retirée du fonds. Aussi simple que cela. So the fees for the index mutual fund are lower than for the active mutual funds. And sometimes they perform even better than the active mutual funds. So those gain a lot of popularity. Et c'est ici qu'émerge le très grand avantage que les fonds indiciels mutuels ont par rapport aux fonds mutuels plus actifs. En deux mots, décote réduit. Vous voyez, puisque le gestionnaire du fonds indiciel ne passe pas de temps à trouver les meilleures opportunités d'investissement, le coût de gestion chute considérablement. C'est pourquoi les fonds indiciels mutuels ont des performances globales nettement meilleures que les fonds mutuels. Revenons à notre exemple précédent. Si nous supposons qu'un fonds mutuel indiciel a un ratio de dépenses de 0,1% et que le rendement annuel moyen de l'indice est 9%, alors le rendement global s'élève à 8,9%, tandis que le fonds mutuel actif correspondant avec un rendement de 9,5% et un ratio de dépenses de 1,5% donnait un rendement final de 8%, 8,9% sans risque, recherche ou effort, 8% après beaucoup de recherche, de risque et d'effort. Que devrions-nous choisir, je me le demande. But in all funds, you have to wait until the end of the day to put the value of the fund to be able to either buy into the fund or cash out. Était ici un autre problème fondamental des fonds mutuels en général se présente? Actif ou indiciel? Comme le dit l'ami ici, la valeur des fonds mutuels est calculée à la fin de la journée lorsque les marchés ferment. Donc si nous voulons acheter ou vendre un fonds mutuel pendant la journée, nous ne pouvons littéralement pas le faire. Et bien que cela ne nous affecte pas pratiquement en tant qu'investisseurs à long terme, c'est caractéristique de leur mode de fonctionnement désuet. Alors que nous parlons maintenant d'échanges 24 heures sur 24, il ne peut toujours y avoir de produits d'investissement disponibles qu'une fois par jour. Les investisseurs modernes veulent avoir la liberté d'acheter et de vendre à tout moment. And that's where the ETFs come in. So the exchange traded fund is where you just buy a unit in the stock market of that fund. So you can buy it at any time throughout the trading day. You don't have to wait until the end of the day. And that gives you a lot more flexibility into going in and out of those funds. Et enfin, nous voyons les fonds mutuels négociables, alias les ETF. Les ETF sont essentiellement exactement les mêmes que les fonds mutuels, simplement divisés en plus petites pièces. Des unités, quelque chose comme des actions que les investisseurs peuvent acheter et vendre sur le marché boursier à tout moment. C'est pourquoi on les appelle négociables, parce qu'ils se négocient tout au long de la journée. Cela donne aux investisseurs une flexibilité supplémentaire significative sans leur enlever aucun des avantages des fonds mutuels. En d'autres termes, à mon avis, il n'y a plus aucune raison à l'existence des fonds mutuels réguliers. Les fonds mutuels négociables sont tout simplement meilleurs. In ETFs, you have ETFs that follow an index, like the S&P or the Dow Jones, or you can have specific ETFs that follow an industry, like semiconductors, or an investment strategy, or bonds. That's why we see an increasing amount of funds going into ETFs. Because of the flexibility, but also the lower management fees for those funds. Et les ETF maintenant, tout comme les fonds mutuels, peuvent être actifs ou indiciels. Ils peuvent soit laisser leurs gestionnaires plus libres d'investir à leur guise, soit les restreindre à l'extrême en les forçant à suivre strictement un indice. Tout ce que vous pouvez imaginer existe sous forme d'ETF. Il existe des ETF qui suivent des indices bien connus tels que le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones. Il existe des ETF pour un marché entier, comme le marché américain, grec
ou japonais. Il existe des ETF pour des secteurs spécifiques de l'économie, tels que les semi-conducteurs et la cybersécurité. Il existe même des ETF sur actions uniques, pour les actions trop chères pour que l'investisseur moyen puisse les acheter. Et si nous voulons investir dans une matière première comme le pétrole, l'or ou l'argent, les ETF sont le meilleur choix. Généralement, à mon avis, les ETF indiciels offrent tout ce dont un investisseur régulier a besoin. Diversification et donc risque réduit. Transparence, car l'investisseur sait à l'avance où il investit. Liquidité, puisque nous pouvons les acheter et les vendre à tout moment. Et des coûts bas, car comme nous l'avons dit, ils suivent simplement un indice. Ce n'est pas un hasard. Alors, si je place personnellement la plus grande partie de mes investissements chaque mois dans 3 ETF indiciels, plus précisément, chaque mois, j'investis 5 000 € dans VUAA, qui suit l'américain S&P 500. 2 000 € dans AETF qui suit le marché boursier grec et 1 000 € dans USO qui suit le prix du pétrole. Et les trois ont déjà performé de manière étonnante. Et pour rendre les choses aussi simples que possible pour ceux qui regardent cette vidéo, permettez-moi de le formuler ainsi. La meilleure chose que nous puissions faire est d'économiser et d'investir autant d'argent que possible chaque mois dans notre VUAA préféré, qui suit également le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines. ET réinvestit automatiquement les dividendes, donc nous n'avons besoin de ne rien faire du tout. ET, c'est un OPCVM, ce qui signifie 100% sans impôt. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom24, qui est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette manière, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine, qui au cours des 50 dernières années a fait ceci. Oui, elle a traversé de bonnes et de mauvaises périodes, mais au fil du temps, elle a décollé. Imaginez alors si nous avions acheté à tous ces points, nous aurions décollé avec elle. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape exactement comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous allons sur le terminal web, entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur acheteur et voilà, nous l'avons. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube. Alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.